Nous nous rendons à la Cour supérieure de Vista, où Diana Lovejoy a été jugée pour avoir comploté le meurtre de son ex-mari, avec l'aide de son amant, à la suite d'un divorce et d'un règlement de pension alimentaire. Il s'agit de Diana Lovejoy, une femme qui a comploté pour tuer son ex-mari au sujet d'un règlement de divorce en Californie. Elle a engagé son amant pour abattre son mari, Greg Mulvihill, sur une piste obscure, mais il a survécu à l'attaque. Elle a été inculpée d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre et de tentative de meurtre. La vie de Greg Mulvihill a pris une tournure cauchemardesque lorsque son ex-femme, Diana Lovejoy, a conspiré pour mettre fin à sa vie lors d'une tentative d'assassinat choquante. Heureusement, le cœur de Greg est resté indemne, ce qui lui a permis de survivre à l'épreuve. Avant de sombrer dans le crime, Diana Lovejoy menait une vie apparemment ordinaire. Elle était monitrice de fitness et youtubeur et partageait des conseils de santé et de fitness sur sa chaîne. Diana et Greg, autrefois en couple, avaient passé 7 ans ensemble et avaient eu la chance d'avoir un fils. Cependant, leurs chemins ont divergé en 2016 lorsqu'ils se sont séparés. Diana Lovejoy, née en 1972, avait 46 ans en 2021, mais elle n'a pas révélé ses origines familiales ni ses débuts dans la vie. De nationalité américaine, elle a fait ses études secondaires à la Mountain View High School en Californie. Après ses études, elle a obtenu une licence en littérature, psychologie, musique et français à l'Université de Californie. Avant sa condamnation, elle s'est reconvertie en instructrice de fitness et youtubeur, proposant des entraînements personnels et du coaching pour les jeux de triathlon. Sa chaîne YouTube propose des vidéos pratiques sur des repas rapides et sains pour les personnes pressées. L'histoire de Diana se confond avec celle de Greg Mulvihill. Ils se sont fréquentés pendant 1 an avant de se marier lors d'une cérémonie privée en 2007. Leur mariage n'a pas été sans difficulté, Diana ayant subi 8 fausses couches avant de donner naissance à leur fils. La tension a conduit à leur divorce en 2014, une épreuve de 2 ans qui a d'abord accordé à Diana la garde complète de leur fils, avec des visites supervisées limitées pour Greg. Ces allégations d'abus sexuels ont été démenties par la suite, et Greg a été contraint de verser une pension alimentaire de $100 par mois. À l'été 2016, le tribunal a décidé qu'il devait partager la garde des enfants, et Diana, qui gagnait $10 000 par mois, a été condamnée à verser $120 000 à Greg. Elle a conservé leur maison familiale à Carlsbad. Cependant, 4 mois après le règlement, Diana a orchestré un sinistre complot pour éliminer son ex-mari, car elle n'était pas disposée à partager la garde. L'enquête a révélé l'implication de Diana avec son instructeur de tir, McDavid, qu'elle avait payé $2 000 pour commettre le crime. Malgré ces dénégations, les preuves indiquent le contraire. Le sort de Diana Lovejoy a été scellé lorsqu'elle a été reconnue coupable par le tribunal. McDavid a quant à lui été condamné à une peine de 50 ans de prison. Tous deux ont été condamnés à verser $500 000 chacun en dommages et intérêts à Greg. La salle d'audience a porté un coup fatal à Diana, qui s'est évanouie d'incrédulité. Nous, le jury, dans l'affaire susmentionnée, déclarons l'accusée, Diana Jean Lovejoy, coupable. La réaction de Madame Lovejoy à l'annonce de sa condamnation a été spectaculaire. Elle a sursauté et s'est effondrée sur le sol lorsque le jury a annoncé son verdict de culpabilité pour les 2 chefs d'accusation de complot et de tentative de meurtre. Elle a été transportée hors de la salle d'audience sur une civière et emmenée à l'hôpital. Elle a affirmé qu'elle était innocente et que son mari mentait. Diana Lovejoy, pour avoir engagé son amant afin de tirer sur son ex-mari au sujet d'un règlement de divorce en Californie, a été condamnée à une peine de prison allant de 26 ans à la perpétuité. Nous nous rendons ensuite au tribunal du comté de Kent, où l'impitoyable Tatiana Fusari a comparu devant le juge Paul G. Sullivan pour la mort par inanition de sa petite fille, affirmant qu'elle suivait un régime alimentaire religieux et n'avait pas remarqué la maigreur de son enfant. Il s'agit de Tatiana Fusari, une mère qui a laissé mourir de faim sa fille de 10 mois, Mary Welch, dans le Michigan, en suivant un régime religieux et en ignorant que Mary était mal nourrie. Elle a été inculpée de meurtre au 1er degré et de maltraitance d'enfants. Le 2 août 2018, le canton de Solon, dans le comté de Kent, Michigan, a été le théâtre d'une tragédie qui a profondément ébranlé la communauté. Mary Ann Welch, un nourrisson de 10 mois, a rendu son dernier souffle, succombant à la malnutrition et à la déshydratation. Ce qui a rendu cette tragédie encore plus déchirante, c'est la révélation que les parents de Mary, Seth Welch et Tatiana Fusari étaient responsables de sa mort prématurée. Il s'agit d'une histoire de négligence, de conviction religieuse et d'une profonde méfiance à l'égard du système médical. La courte vie de Mary, qui s'est déroulée du 23 octobre 2017 à ce jour fatidique de 2018, a été marquée par des épreuves. Les services de protection de l'enfance s'occupaient de la famille Welch-Fusari depuis 2014, lorsque du THC, un composant de la marijuana, a été détecté dans l'organisme de leur premier-né. C'était un sinistre précurseur des horreurs qui allaient se dérouler.
Mary Welch ne pesait que 8 livres au moment de sa mort. C'était une preuve flagrante de la grave négligence dont elle avait fait l'objet. Ses parents étaient parfaitement conscients de son inquiétante insuffisance pondérale, mais, chose choquante, ils ont refusé d'avoir recours à une assistance médicale. Leur raisonnement? Ils ont invoqué leurs croyances religieuses et une profonde méfiance à l'égard du corps médical. Il convient de noter que 2 de leurs 3 enfants n'avaient jamais mis les pieds dans le bureau d'un médecin agréé. Lors de l'enquête initiale, le shérif du comté a brossé un tableau sombre des conditions de vie de la famille, même s'il ne pouvait pas l'avaler. Le dernier témoin que vous allez entendre est le médecin légiste, et il va vous dire que la cause du décès est la malnutrition et la déshydratation due à la négligence des adultes qui s'occupaient d'elle. Son mode de décès est l'homicide. La maison des Welch Fusari était tout simplement insalubre, infestée de vermine, d'insectes et de moisissures. Le rapport d'autopsie a révélé une vérité glaçante. Mary souffrait de malnutrition chronique, un état provoqué par la privation cruelle de nourriture et d'eau. À la suite de cette tragédie, les services de protection de l'enfance ont rapidement mis fin aux droits parentaux de Seth Welch et de Tatiana Fusari. Cependant, la justice a fini par l'emporter. En juin 2020, Seth Welch a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à passer le reste de ses jours derrière les barreaux, sans possibilité de libération conditionnelle. Le poids de son crime l'a finalement rattrapé. L'affaire a pris une tournure surprenante en 2021, lorsque Tatiana Fusari a témoigné devant le tribunal. Elle a fait des allégations troublantes, affirmant que son mari l'avait soumise à des abus, y compris des viols et des violences physiques. Tatiana Fusari a affirmé qu'elle n'avait pas été autorisée à consulter un médecin pour sa fille et qu'elle attribuait la responsabilité de son incapacité à s'occuper de Mary au mauvais traitement qu'elle avait subi. Cependant, elle a maintenu qu'elle n'avait pas remarqué l'étendue de la maladie de Mary et qu'elle ignorait la cause de la mort tragique de sa fille. Il s'est fâché parce que je ne le laissais pas dormir. Alors, on l'a empêché de s'occuper de son enfant comme elle le souhaitait. Il a menacé de la tuer. Je l'ai prise, j'ai pris Mary et je l'ai mise sur la table à langer. Et je lui ai fait un massage cardiaque. Combien de temps avez-vous pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire là-dedans? Je ne sais pas. Au fur et à mesure des procédures judiciaires, la justice a été rendue une fois de plus. En novembre 2021, Tatiana Fusari a été condamnée pour son rôle dans la mort de Mary. Elle a fait preuve d'émotion et de regret au tribunal. Elle a baissé les yeux et sangloté silencieusement lorsque le jury a annoncé son verdict de culpabilité pour les 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Mais le système judiciaire avait un autre chapitre à écrire dans cette histoire poignante. Fusari a également été condamnée à une peine de 15 à 30 ans de prison pour maltraitance d'enfants au premier degré, une sanction qui reflète la gravité de ses actes. Tatiana a pleuré. Welch affiche une expression stupéfaite, la bouche ouverte, incrédule, en découvrant qu'il est condamné à passer le reste de sa vie derrière les barreaux. En revanche, Fusari pleurait ouvertement, ses larmes coulant librement à mesure que la réalité de la situation s'imposait à elle. Pour avoir laissé mourir de faim sa fille de 10 mois dans le Michigan, Tatiana Fusari a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et à une peine supplémentaire de 15 à 30 ans pour maltraitance d'enfants au premier degré. Nous nous rendons ensuite à la cour supérieure du comté de Maricopa, où l'impitoyable Jodi Arias a poignardé, tailladé et abattu son ex-petite amie dans un accès de jalousie ou dans un acte de légitime défense, comme elle l'a prétendu, mais les preuves ont montré autre chose. Il s'agit de Jodi Arias, qui a prétendu avoir agi en état de légitime défense, mais les preuves ont montré qu'elle était obsédée par lui. Elle a été inculpée de meurtre au premier degré. Au cours d'un procès sensationnel qui a captivé la nation, Jodi Arias a été confrontée au jugement d'un jury après 18 jours d'un intense feuilleton judiciaire. Elle espérait que son témoignage franc, parfois explicite, les convaincrait qu'elle avait agi en état de légitime défense lorsqu'elle avait tué son ancien petit ami, Travis Alexander. Mais ce n'était pas le cas. En seulement 15 heures de délibération, les 8 hommes et 4 femmes du jury l'ont déclaré coupable de meurtre au premier degré. Ce crime horrible a fait d'Arias une serveuse inconnue et photographe en herbe, un nom connu de tous. Il a suscité un engouement médiatique, un thriller réel qu'aucun film de fiction n'aurait pu égaler. C'est une histoire qui a attiré les téléspectateurs malgré sa nature dérangeante. Le verdict, rendu dans une salle d'audience feutrée, a laissé Arias en larmes. Au même moment, les membres de la famille d'Alexander pleuraient et s'embrassaient, portant des rubans bleus avec les mots « Justice for Travis ». « Bonjour, monsieur le juge Steven. Je m'appelle Heather Schaeffer. Je suis la tante de Travis. Voici une photo de la façon dont j'aimerais me souvenir de mon neveu. Ses yeux confiants, sa personnalité effervescente et son charmant sourire. Au lieu de cela, je serai à jamais hanté par les visions de ses tentatives frénétiques et impossibles de crier pour sauver sa vie à travers une trachée sectionnée.
Les procureurs ont fait valoir que le meurtre avait été commis d'une manière particulièrement cruelle et odieuse, ce qui pourrait entraîner la peine de mort. Les deux parties ont présenté des éléments de preuve et des témoins. Les circonstances aggravantes ont été établies, et la phase finale de la peine a été suspendue entre la prison à vie et la peine de mort. Au cours du procès, Madame Arias a invoqué la légitime défense, affirmant qu'Alexander l'avait attaquée après un rapport sexuel et qu'elle s'était défendue en utilisant un pistolet qu'elle avait récupéré dans son armoire. Cependant, son récit était truffé d'incohérences et ses allégations de violence physique de la part d'Alexander n'ont pas été corroborées. Malgré ses tentatives pour convaincre le jury du contraire, il était clair qu'elle avait tué Travis Alexander. Pour ce qui est de ne pas vouloir la peine de mort, je crois fermement que la mort m'apportera une paix et une liberté indicibles. C'est ma conviction personnelle. Si je meurs aujourd'hui, je serai libre et je serai en paix. Pendant des années, c'est exactement ce que je voulais. Le procès a été compliqué par le mystère d'une arme de poing volée de calibre 25, le même calibre que celui utilisé pour le meurtre, qui avait disparu de la maison de ses grands-parents peu de temps avant le meurtre. Les autorités pensaient qu'elle avait apporté cette arme avec elle pour commettre le crime, mais ce détail n'a pas été résolu pendant le procès. Cependant, tout au long du procès, le palais de justice a été le théâtre d'un véritable spectacle et, à l'extérieur, les spectateurs attendaient avec impatience de voir le procureur Juan Martinez, qui avait acquis un statut de célébrité grâce à ses contre-interrogatoires, enflammer des témoins de la défense. Le procès Arias a touché un public mondial, des milliers de personnes l'ayant suivi en direct sur Internet et s'étant engagé dans des discussions sur les médias sociaux. Il est devenu un feuilleton diurne pour ses fans, avec son lot de drames, d'intrigues et de controverses, pour ajouter au caractère surréaliste de l'affaire. Madame Arias a vendu ses œuvres d'art depuis sa prison par l'intermédiaire d'un site web géré par une tierce partie, ce qui lui a permis de gagner des sommes considérables. Étant donné qu'elle n'avait pas encore été condamnée, aucun obstacle juridique ne l'empêchait de profiter de sa nouvelle notoriété. Jodi Arias est restée calme et sans expression lorsque le jury a annoncé son verdict de culpabilité pour meurtre au premier degré. Elle a cligné des yeux et hoché légèrement la tête lorsque le juge a lu sa condamnation à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, sans manifester la moindre émotion. Pour avoir tué son ex-petit ami en le poignardant 27 fois, en lui tranchant la gorge et en lui tirant une balle dans la tête en Arizona, Jodi Arias a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ensuite, nous nous rendons au Volusia County Circuit Court, où Aileen Wuornos a tué 7 hommes alors qu'elle se prostituait et a déclaré les avoir tués parce qu'ils l'avaient violée ou avaient tenté de la violer, même si certains étaient innocents. Il s'agit d'Aileen Wuornos, tueuse impitoyable de 7 hommes qui l'ont violée ou ont tenté de la violer alors qu'elle se prostituait en Floride et en Géorgie. On lui a diagnostiqué des troubles mentaux et elle a demandé expressément à être exécutée. Elle a été inculpée de 7 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré. Au début des années 90, une histoire glaçante s'est déroulée autour d'Aileen Wuornos, un nom synonyme de crime. En juillet 1990, Wuornos et Tyria Moore, une femme de chambre de motel avec laquelle elle s'était installée et qu'elle entretenait grâce aux revenus de sa prostitution, se sont retrouvées dans une situation délicate après avoir accidenté la voiture de Peter Sims et décidé de l'abandonner. Un témoin, Rhonda Bailey, a vu l'accident et les a décrits à la police. La police a découvert certains effets personnels des victimes chez des prêteurs sur gage, où l'empreinte digitale de Wuornos a été trouvée sur un reçu, correspondant à l'empreinte laissée dans la voiture de Sims. Cette correspondance a été rendue possible parce que Wuornos avait déjà un casier judiciaire et que ses empreintes digitales étaient enregistrées. Le 9 janvier 1991, Wuornos est appréhendée au bar de motards The Last Resort dans le comté de Volusia, en Floride. Elle a été arrêtée sous le nom de Lori Grody en raison d'un mandat d'arrêt non exécuté. Le lendemain, Tyria Moore est retrouvée à Pittston, en Pennsylvanie. Elle a accepté de coopérer avec la police, car elle risquait elle-même d'être poursuivie en justice. Sous leur direction, elle a passé de nombreux appels à Wuornos, cherchant à obtenir des aveux. 3 jours plus tard, le 16 janvier 1991, Wuornos a avoué les meurtres, affirmant que tous les hommes qu'elle avait tués avaient tenté de la violer et qu'elle avait agi en état de légitime défense. Je suis désolé que mes actes d'autodéfense se soient terminés ainsi au tribunal. Mais j'assume l'entière responsabilité de mes actes. C'était eux ou moi. Je suis désolé pour toute la douleur que mes actes ont causée. Je suis prête à mourir, si vous dites que c'est nécessaire. Le 14 janvier 1992, Wuornos a été jugé pour le meurtre de Richard Charles Mallory.
Malgré la règle générale interdisant de présenter des condamnations antérieures dans les procès pénaux, la règle Williams de Floride a permis à l'accusation de présenter des preuves de ces autres crimes, établissant ainsi un modèle d'activité illégale. Le 27 janvier 1992, Wuornos a été reconnu coupable du meurtre de Mallory, en grande partie grâce au témoignage de Moore. Lors de la détermination de la peine, les psychiatres de la défense ont déclaré que Wuornos était mentalement instable et ont diagnostiqué chez elle des troubles de la personnalité de type borderline et antisocial. La défense de Wuornos a cherché à présenter des preuves que Mallory avait déjà été condamné pour tentative de viol dans le Maryland et qu'il avait purgé une peine dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité. Les dossiers de cet établissement ont révélé les tendances sociopathiques de Mallory, mais n'ont pas été admis comme preuve par le juge, qui a également rejeté la demande de nouveau procès de Wuornos. Le 31 mars 1992 marque un tournant important. Wuornos plaide non coupable pour les meurtres de Charles Richard Humphreys, Troy Eugene Burress et David Andrew Spears, exprimant son désir de se réconcilier avec Dieu. Dans sa déclaration au tribunal, elle a admis que Mallory l'avait effectivement violée, mais que les autres ne l'avaient pas fait. En juin 1992, elle a plaidé coupable du meurtre de Charles Edmund Carskadon et a été condamnée à mort pour la 5e fois. Plus tard, en novembre 1992, Wuornos a été condamné à mort pour la 6e fois après avoir plaidé coupable du meurtre de Walter Geno Antonio. Les récits de Wuornos concernant les meurtres étaient incohérents. Dans un premier temps, elle a invoqué la légitime défense, citant des viols ou des tentatives de viol par les 7 hommes alors qu'elle se prostituait. Cependant, lors d'un entretien avec le cinéaste Nick Broomfield, alors qu'elle croyait que les caméras étaient éteintes, elle a révélé que ses motivations étaient le vol et le désir d'éliminer les témoins plutôt que la légitime défense. Après avoir passé une décennie dans le couloir de la mort, elle aspirait à la mort. Elle avait l'air furieux et provocateur lorsque le jury a annoncé son verdict de culpabilité pour 6 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Elle a crié et injurié le juge et les procureurs lorsqu'ils ont lu sa sentence. Elle a affirmé qu'elle n'était pas une tueuse en série et qu'elle avait tué en état de légitime défense. Cette histoire changera après 10 ans d'incarcération dans le couloir de la mort de la Broward Correctional Institution, BCI, de l'administration pénitentiaire de Floride. Je serai probablement au paradis, tandis que vous pourrirez tous en enfer. Que votre femme et vos enfants soient violés. Aileen Wuornos a été condamnée à la peine de mort par injection létale. Passons maintenant au Luka County Common Pleas Court du comté de Jackson, où Kamia Gamet a poignardé et battu à mort son petit ami à la suite d'une dispute. Gamet a prétendu avoir agi en état de légitime défense, mais on a finalement découvert qu'elle était l'agresseur. Il s'agit de Kamia Gamet, une femme impitoyable qui a poignardé et battu à mort son petit ami silencieux lors d'une dispute dans le Michigan. Au tribunal, elle s'est moquée de la famille de la victime. Elle a été inculpée de meurtre au premier degré. Kamia Gamet, une femme de 30 ans, s'est retrouvée au centre d'un procès pour meurtre, accusée d'avoir battu à mort son petit ami, Marcel Hill, 38 ans, en mai 2013. Cette histoire tragique se déroule avec une histoire de violence domestique, des complexités juridiques et une relation tumultueuse qui se termine par un homicide brutal. La vie mouvementée de Kamia Gamet a été marquée par une série d'incidents violents, impliquant souvent ses partenaires romantiques. En mars 2013, 2 mois seulement avant l'événement fatal, Marcel Hill a signalé à la police que Kamia Gamet l'avait frappé à la tête avec un marteau lors d'une vive confrontation à l'hôtel Avalon, dans le canton de Blackman. Le récit de Hill dépeint Gamet comme une présence volatile, alimentée par le crack, dans une relation entachée de fréquentes disputes et altercations physiques. Étonnamment, Hill s'est abstenu pendant des heures de rapporter cette poignante attaque au marteau, poussé par la peur. Ce n'était pas la première fois que leur relation tournait à la violence. Auparavant, Hill avait été hospitalisé à la suite de coups de couteau infligés par Gamet. Cependant, lorsqu'il avait demandé une aide médicale, il avait fourni de fausses informations sur la cause de ses blessures, choisissant de protéger son agresseur. Le système judiciaire a déjà eu affaire à Kamia Gamet. En avril 2007, elle avait été arrêtée pour menace de violence domestique, mais avait plaidé non coupable de troubles à l'ordre public. Malgré ces accusations, Kamia Gamet avait le don d'échapper à de lourdes conséquences judiciaires. Dans l'affaire de l'attaque au marteau de mars 2013, des accusations de violence domestique et d'agression criminelle ont été portées contre Gamet. De manière choquante, ces accusations ont été abandonnées le 9 mai, quelques jours seulement avant la mort tragique de Hill, le bureau du procureur n'ayant pas été en mesure de poursuivre l'affaire en raison de la réticence de Hill à coopérer. Ce classement sans suite a jeté une ombre sur la capacité du système judiciaire à protéger les victimes potentielles de violences domestiques.
La tragédie a frappé le 18 mai 2013, lorsque Marcel Hill a connu une fin horrible aux mains de Kamia Gamet. Les rapports de la police de Jackson ont dressé un tableau effrayant de sa mort, révélant que Marcel Hill avait été victime d'une attaque incessante à l'aide d'objets contondants. Ces blessures mortelles contrastaient fortement avec les incidents précédents, soulignant la gravité de la violence qui avait consumé leur relation. La défiance de Kamia Gamet dans la salle d'audience était palpable alors qu'elle faisait face à la sentence qui allait sceller son destin. Elle a affirmé avec véhémence que le procès l'avait dépeinte comme la méchante, entourée d'un enchevêtrement de mensonges. Selon elle, parmi les preuves présentées, il y avait peut-être une lueur de vérité, mais l'essentiel du dossier contre elle n'était rien d'autre qu'un ensemble de contre-vérités. Aujourd'hui, au procès, la façon dont on m'a dépeinte, tout, presque tout, était mensonger. Il y avait un peu de vérité, mais j'ai surtout été condamné pour des mensonges. Alors que la famille de la victime s'épanchait pendant la déclaration de la victime, les émotions étaient à fleur de peau, et Kamia n'a pas pu cacher son dédain. Elle a roulé des yeux, secoué la tête, et même ri sans ménagement pendant qu'ils partagèrent leur douleur. Sa réponse audacieuse à leurs mots sincères a été une question froide. C'est tout ? Consterné par l'horreur du crime, le juge McBain a eu recours à une menace non conventionnelle pour préserver le décorum de la salle d'audience. Il a averti Kamia qu'il lui fermerait la bouche avec du ruban adhésif si elle ne parvenait pas à garder son sang-froid. « Vous allez vous taire ou je vais faire mettre du ruban adhésif. » Heureusement, on n'en est pas arrivé à cette mesure extrême. Le juge n'a pas mâché ses mots. Il a déchaîné sa fureur contre Kamia, condamnant ses actes en termes très clairs. Il l'a accusé d'avoir éviscéré Marcel Hill comme un poisson dans leur appartement, décrivant ses coups de couteau incessants qui ne laissaient aucun doute sur ses intentions. Et je vais vous dire, vous l'avez éviscéré comme un poisson dans cet appartement aussi. Vous avez été implacable, vous avez poignardé, 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 jusqu'à ce qu'il soit mort. Vous ne pensiez pas que c'était un intrus, peut-être un coup de couteau. D'accord, c'est peut-être de la légitime défense, mais vous en avez mis 11 de plus pour vous assurer qu'il était bien mort. La tante Diana Banks-Joyner, la voix tremblante de colère, a raconté les horribles appels à l'aide et la douleur atroce que Marcel a endurée aux mains de Kamia. Ce fut un moment bouleversant, mais Madame Gamet est restée impassible, ne montrant aucun signe de remords. Je me souviendrai des cris de détresse qu'il a poussés alors que vous enfonciez le couteau dans son corps. Tout au long du procès, Kamia s'est accrochée à son plaidoyer de légitime défense, insistant sur le fait qu'elle croyait que Marcel était un intrus dans leur appartement faiblement éclairé. Cependant, le jury n'a pas été convaincu. Ils l'ont déclaré coupable de meurtre au premier degré pour avoir tué son petit ami, en le poignardant 11 fois et en le frappant avec divers objets, et elle a été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Nous nous rendons ensuite au tribunal du comté de Wayne, où la mère impitoyable, Mitchell Blair, a tué 2 de ses enfants et conservé leur corps dans un congélateur pour avoir abusé sexuellement de son plus jeune enfant, même s'il n'y avait aucune preuve à l'appui. Il s'agit de Mitchell Blair, une mère sans pitié et sans remords qui a assassiné de façon horrible ses enfants, Stony Blair et Stephen Berry, et a caché leur corps dans son congélateur pendant plus de 2 ans. Elle a été inculpée de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et de torture. C'est une histoire glaçante qui a commencé le 24 mars 2015, lorsque des fonctionnaires du tribunal se sont rendus à l'appartement de Mitchell Blair à Détroit, armés d'un avis d'expulsion pour cause de loyer impayé d'un montant total de 2206 $. Alors qu'elle procédait à l'expulsion, l'équipe du tribunal est tombée sur quelque chose d'inimaginable, un congélateur blanc caché dans le salon de Mitchell Blair. Ce qui se trouvait à l'intérieur était digne d'un cauchemar, le corps congelé d'une adolescente enveloppée dans un sac en plastique et en dessous, la forme sans vie d'un garçon plus jeune. Au cours de son procès, Mitchell Blair a avoué de manière choquante les meurtres, expliquant qu'elle avait tué ses propres démons parce qu'ils auraient abusé de son plus jeune fils, Matthew. Ces allégations n'ont pas été étayées, laissant planer une incertitude troublante sur l'affaire. Tout a commencé en août 2012, lorsque Blair a trouvé Matthew en train de se livrer à des actes explicites avec des poupées. Elle l'a confronté et a appris que son fils aîné, Stephen, était responsable. Animé par la rage, Blair a déclenché une vague de violence contre Stephen, l'ébouillantant avec de l'eau chaude, le forçant à ingérer du Windex et l'étranglant avec une ceinture. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. 9 mois plus tard, Madame Blair a déclaré avoir découvert que sa fille, Stony, avait également été impliquée dans les mauvais traitements infligés à son fils cadet, Matthew. Cette révélation a déclenché une nouvelle vague de brutalité impliquant la privation de nourriture et des coups brutaux, qui ont finalement abouti à la mort tragique de Stony en mai 2013. Envisageant d'abord de se rendre à la police,
Blair a choisi une autre voie qui fait froid dans le dos à la suite de l'appel de Matthew, qui pleurait à chaudes larmes. Elle a dissimulé le corps sans vie de Stoney dans un sac en plastique et l'a placé à côté des restes congelés de Stephen dans le congélateur. Par agression, je veux dire que je l'ai frappée. Je lui ai mis un sac sur la tête jusqu'à ce qu'elle perde conscience. Je lui ai jeté de l'eau chaude, de l'eau brûlante du robinet. Tout au long de son procès, Mitchell Blair est restée impénitente pour ses crimes odieux. Elle a rejeté la responsabilité sur les pères absents des enfants, les accusant de l'avoir abandonné pour élever seuls leurs enfants. Cependant, le poids des condamnations pour meurtre reposait uniquement sur ses épaules. Que s'est-il passé lorsque votre enfant est venu vous rendre visite en 2005 ? Ma sœur lui a donné un bain. Elle a vu des fouets sur son dos. Qui a vu des fouets ? Ma sœur. Votre sœur ? Avez-vous vu ces fouets ? Elle me les a montrés. S'agit-il de longues marques rouges ? Non. Ils étaient guéris depuis que je les avais vus. Finalement, la justice a prévalu et le juge de circuit du comté de Wayne, Edward Joseph, a mis fin aux droits parentaux de Mitchell Blair. Elle avait l'air fière et satisfaite lorsque le jury a annoncé son verdict de culpabilité pour 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et de torture. Elle a souri et hoché la tête lorsque le juge a lu sa sentence. Elle a déclaré qu'elle ne regrettait rien et qu'elle recommencerait. « Tout le monde veut savoir que je l'ai tué. » En juin 2015, Mitchell Blair a plaidé coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre prémédité au premier degré, ce qui lui vaut une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.